Bonsoir. Salut Mehdi, salut Vanessa. Bonsoir. Salut Marion. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau live Women Sport. Bonsoir. Salut. Donc ce soir, on reçoit Isaura Tibus qui est championne d'escrime. Donc elle sera avec nous pour répondre à toutes vos questions. Donc Isaura, j'ai vu ton petit coucou, donc je t'invite tout de suite à nous rejoindre. Hello! Bonjour, salut, bonsoir. Non? Oui, et oui, c'est toi, pour toi c'est le matin, c'est vrai que tu vis à Los Angeles, donc du coup t'es Oui. en décalé. Bon, déjà pas de panne de réveil, j'avais un Non, peu c'est peur. déjà pas mal. C'était un peu Super. difficile ce matin, je le cache pas, mais ça va. Ah, t'as pu avoir le temps de déjeuner ou même pas? On te prend au Non, pied pas du lit. encore. Ah, bon, ça va te faire peut-être ouvrir l'appétit, toutes ces questions. Mais je suis pas une très grosse je mange pas beaucoup au petit déjeuner de toute façon. Ah Donc bon, ça va. seulement les jours de compétition. Ah bon, on remplace le petit-déj de compétition alors. Bon, écoute, merci beaucoup déjà d'être avec nous ce soir pour ce live. Donc, Avec comme tu le plaisir. sais, tu es ici pour que les gens puissent te poser des questions et pour que tu puisses y répondre. Donc, Mhm. on a 1 heure devant nous pour ça. Donc, c'est parti. Moi, je te Super. propose peut-être avant de recevoir les premières questions des auditeurs, de te présenter, de nous parler de toi un petit peu, de ton Oui. sport, ton palmarès par exemple, tout ça. Alors, je m'appelle Isaura Tibus, j'ai 28 ans, je suis escrimeuse. Je suis vice-championne du monde, 14 fois championne de France. Euh, et j'ai fait 2 Jeux olympiques, Londres et Rio. Voilà. Et comment tu as commencé l'escrime, toi? Alors, j'ai commencé l'escrime en Guadeloupe. Je viens de la Guadeloupe. À la base, je faisais de la danse classique depuis mes 4 ans. J'étais très très bien. J'aimais beaucoup la danse. Et en fait, c'est un peu par hasard que j'ai commencé l'escrime. Ma mère a pensé à l'escrime par rapport à mon frère. Elle avait entendu que le sport, enfin, on parlait quand même du sport par rapport à Laura Flessel quand j'étais jeune. Et en fait, elle avait entendu que c'était un sport qui avait pas mal de valeurs, de discipline, et mon petit frère était un peu dissipé. Donc, elle s'est dit que ce serait un bon sport pour mon frère. Et j'étais avec eux quand on a été dans la salle pour la première fois. Alors moi, je n'avais jamais vu d'escrime avant, je ne regardais pas les Jeux Olympiques. Et j'avais 7 ans. Et je me souviens être rentrée dans la salle et me dire, waouh, c'est quoi ce sport? Et que j'avais tout de suite envie d'essayer. Donc en fait, j'ai essayé en même temps que mon petit frère. Et moi, j'ai complètement adoré. Et mon frère a fait un petit peu, mais au final, ça allait assez, assez vite et j'en fais jusqu'à présent. Donc je suis tout de suite tombée amoureuse du sport. Oui, ça a été immédiat finalement. Ouais. Et aujourd'hui, tu le vois comment l'escrime? C'est toujours une passion ou c'est un métier, c'est un mode de vie? Comment tu définirais l'escrime? Euh, Alors, c'est vrai que déjà, ça peut prendre plusieurs définitions, mais en soi, l'escrime, c'est pas un sport professionnel en France, c'est un sport amateur. Donc, il n'y a pas de ligue professionnelle, il y a pas, on dépend de la fédération, donc on, euh, on doit être en équipe de France, on n'a pas de, de prize money quand on va sur les compétitions, on n'a pas de salaire, donc c'est pas vraiment ce qu'on considère être un sport pro. En revanche, je pense que j'essaie de faire en sorte que ce soit toujours ma passion, quoi qu'il en soit. Parce que si ça devient pas fun, à un moment donné, ben, c'est que tu es dans la douleur, dans le sacrifice, et c'est pas forcément bien. Mais je pense enfin, il y a des périodes dans ma carrière où j'ai ressenti que c'était peut-être un peu moins une passion. Mais non, j'adore vraiment mon sport. Et j'ai essayé de faire en sorte que je puisse en vivre. Donc, que je me considère à l'heure actuelle comme professionnelle puisque j'ai réussi à avoir des sponsors pour financer mon projet. Donc c'est les deux à la fois, je dirais. Et puis, c'est un mode de vie puisque c'est quand même le sport, ça te fait voyager, donc tu as quand même une structure. Tu as des compétitions tous les mois, tu as les championnats du monde, donc tu as vraiment une routine de vie qui fait que tu te mets une discipline, tu t'entraînes tous les jours, 3 fois par jour. Donc c'est vrai que c'est un vrai engagement de vie. Et moi, j'ai fait le choix de partir du système fédéral. Donc, je m'entraîne entre Los Angeles et l'Italie.
Donc pour le coup, c'est vrai que ça a changé, enfin, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et ça détermine beaucoup mes choix de vie, quoi. Donc pour l'instant, enfin, ça reste toujours une passion. Par exemple, là, ça te manque en confinement. Est-ce que tu peux en faire déjà? Est-ce que t'es équipé pour Euh, s'entraîner? c'est vrai que je continue à faire du sport, mais non, on peut pas faire d'escrime parce que ben, l'escrime, c'est un sport assez qui demande beaucoup, quoi. Il faut une piste de 14 mètres déjà, donc dans un appartement, c'est Ah embêtant. oui. Tout un système électrique. Et, euh, et voilà, il faut une opposition en face, des adversaires. Donc, même si on fait quelques déplacements et qu'on fait de l'entretien physique, on ne peut pas vraiment faire d'escrime. Et oui, ça me manque forcément. Ouais. Et tu parlais d'un mode de vie aussi, parce qu'il y a beaucoup de voyages, de compétitions. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Est-ce que tu as une routine qui se met en place dans l'année? Comment tu vis? Oui, donc en général, on commence une saison, enfin, on commence à s'entraîner pour la saison en enfin, mi-août, début septembre, ça dépend. Puisque la première compétition internationale se déroule vers novembre. Ce D'accord. qui fait que, en général, tu as 3 mois d'entraînement intensif. On fait beaucoup de foncier avant un début de saison parce qu'on ne pourra pas forcément le faire pendant la saison. Euh, et on fait quelques compétitions nationales avant, en tout cas pour se mettre en jambe pour les compétitions internationales. Et dans l'escrime, on a 5 Coupes du Monde et 3 Grands Prix. Donc les Coupes du Monde sont que entre enfin, la même arme, donc fleuret féminin, donc il n'y a que des femmes. Et sur les Grands Prix, on a le fleuret féminin et le fleuret masculin. Donc on est mix sur la compétition pendant 3 compétitions dans l'année. Et en fait, on part à 12 athlètes par pays en général. Il y a certains pays qui ne remplissent pas les quotas, mais par exemple, on part à 12 Françaises sur une Coupe du Monde. Et ces Coupes du Monde te permettent d'obtenir des points pour te qualifier, pour être dans l'équipe pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, donc représenter la France. Et pour cela, il faut être dans les 4 premières au point. Enfin, il faut être la première au point et après, il peut y avoir une commission qui décide qui sera dans les 4. Mais concrètement, il faut être dans les 4 meilleurs de ton pays pour participer aux championnats d'Europe et aux championnats du monde qui sont en fin de saison en juin et juillet. D'accord. Et du coup, entre chaque Coupe du Monde ou chaque Grand Prix, toi, tu t'entraînes du coup aux États-Unis, tu disais. Donc en fait, ça dépend d'où est ma compétition. D'accord. On a un escrime, historiquement, l'escrime est très très forte en Europe. Donc les pays traditionnels sont la France, la Russie, l'Italie. Donc il y a beaucoup de compétitions qui se font en Europe. La FIA a décidé qu'il devrait y avoir une compétition dans chaque continent, mais c'est quand même toujours difficile à mettre en place. Donc quand on a des compétitions en Europe, on va être basé plutôt, parce que je m'entraîne en fait avec mon copain, je dis on, mais en fait je m'entraîne avec mon Oui. copain qui lui s'entraîne pour les États-Unis. Du coup, on s'entraîne ensemble avec un coach italien. Et donc la plupart du temps, on est en Italie. Et lorsqu'il y aura des compétitions un peu plus loin, des compétitions aux États-Unis ou peut-être en Asie, on va faire le choix de faire des parties de phase d'entraînement aux États-Unis, à Los Angeles. Et notre préparateur physique est aussi à Los Angeles, donc c'est bien aussi de revenir pour pour être en présentiel avec lui sur les séances et D'accord. approfondir un peu plus. Donc tu bouges beaucoup pour les compétitions, mais finalement, entre les deux, tu es partagé plutôt entre l'Italie et les États-Unis. Oui, et puis en fait, il y a pas mal de temps où je reviens en France, puisque du fait que je reste en contact avec la France, l'INSEP, puisque j'ai fait 8 années à l'INSEP en fait avant de faire ce choix. L'INSEP, c'est l'endroit où il y a tous les sports olympiques, donc les meilleurs de ta discipline. Et donc, j'essaie de garder contact avec l'équipe de France. C'est assez important pour moi de les voir assez souvent et pas que sur les compétitions. Du coup, des fois, je fais des stages. Lorsqu'il y a des stages nationaux, je reviens pour juste pour partager des moments avec elles, pour rester. Parce qu'en fait, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Donc, c'est important quand même de rester en contact avec son équipe. Et puis, l'INSEP, c'est un des endroits où il y a les meilleures conditions d'entraînement. Donc, c'est toujours agréable de revenir. Et pourquoi tu as fait ce choix un petit peu de t'éloigner de ce système, du coup, ce que tu nous disais tout à l'heure? Euh, je pense que c'est vrai que euh, en fait, j'avais fait 8 années à l'INSEP. Donc, je suis arrivée à l'INSEP, j'avais 18 ans et ça m'a vraiment permis d'évoluer. J'ai pu faire 2 Jeux olympiques qui étaient Londres et Rio.
Et à Rio, en fait, j'ai fini 5e. J'étais hyper déçue parce que je visais vraiment la médaille et que me suis arrêtée à 2 touches de la demi-finale. Donc, c'était très, très frustrant. Et en même temps, j'ai rencontré mon copain qui était américain. Et j'ai commencé à avoir différents types d'entraînement puisque j'allais le voir aux États-Unis, voir comment ça fonctionnait. Et je venais d'être diplômée aussi de l'ESCP, puisqu'en fait en France, le système, c'est un peu le double projet. Tu dois aller en cours et en même temps t'entraîner. Ce qui est très compliqué parce que la plupart des autres pays à l'heure actuelle, ben, ils sont à 100% dédiés à l'escrime, à leur sport. Donc j'étais très frustrée sur ça où je n'avais pas pu me donner à 100% en fait. Et donc j'avais envie de créer mon propre système et de sortir un peu de ma zone de confort, puisque voilà, je suis la meilleure française, j'ai 14 titres de championne de France. À chaque fois que j'y vais, je gagne. Donc c'est vrai que j'avais l'impression que peut-être que j'avais touché un peu le plafond, la limite, et que j'avais vraiment envie de découvrir autre chose pour me challenger, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai fait le choix de partir. C'est quelque chose qui se faisait pas, enfin, qui se fait pas dans mon sport en général, puisque tout le monde va à l'INSEP. Et ça a beaucoup surpris au début. Mais maintenant, on a trouvé une manière de fonctionner qui est plutôt pas mal. Et pour moi, ça a été vraiment une réussite parce que ben, l'année d'après, j'ai été tout de suite vice-championne du monde. Enfin, non, l'année d'après, j'ai eu une bronze au championnat du monde. L'année d'après, argent. Donc, en fait, ça a été pour moi une bonne décision, en tout cas, personnelle, dans ma carrière. Et du coup, tu t'entraînes avec ton copain, tu nous disais, c'est plus facile pour le rythme de vie d'être avec quelqu'un qui connaît parfaitement le métier qu'on Sa fait. discipline. Je ne sais pas si c'est plus facile. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque disposition, je dirais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es avec quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, il te comprend en tout cas sur l'investissement que tu mets parce que tu es tout le temps en train de t'entraîner. Tu es un peu obsessionnel quoi, dans ta façon de voir ton sport parce que c'est vrai que tu es très concentré là-dessus. Ton objectif, c'est d'être le meilleur mondial. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'heures et de même mentalement de dépenses d'énergie dans une seule chose. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un ben, qui fait la même chose puisqu'elle comprend ben, cette façon de fonctionner. On est aussi beaucoup en déplacement. Donc enfin, tout ce qui est lié au sport, la personne comprend exactement ce qu'on vit. Après, je dirais que quand on est tous les deux ben, des athlètes de haut niveau, on a tous les deux des besoins. C'est un peu être égocentré d'être athlète parce que tout doit être focus, on pense à tous les détails. Donc c'est vrai qu'on a deux égos des fois qui sont dans la même pièce et c'est difficile parce que lui aussi il veut être le meilleur, je veux être la meilleure et on n'a pas forcément la même façon de fonctionner. Donc au début on a pris du temps à s'adapter pour savoir que lui pour arriver à la performance, il fera pas la même chose que moi pour arriver à ma performance. Donc ce qui est bien c'est qu'on a appris chacun à respecter ben, sa façon de fonctionner, son espace. Euh, et on apprend, en tout cas moi j'ai appris beaucoup en le voyant s'entraîner. C'est quelqu'un qui vit beaucoup de l'escrime, donc c'est-à-dire qu'à 4 heures du matin il peut aller s'entraîner, à 23 heures il peut aller s'entraîner, il n'a pas de limite, alors que moi je suis quelqu'un de très organisé, il me faut un planning, et du coup en fait lui il va avoir l'impression que il est le meilleur s'il en fait plus que les autres, que du coup il va toujours rechercher à se pousser de cette façon-là. Et moi, ma façon de me pousser est complètement différente. Donc c'est bien aussi d'accepter ces différences. Oui, vous êtes pareil, mais différents aussi, donc ce qui fait que vous arrivez à cohabiter même dans le sport. Vous tirez ensemble de temps en temps, vous vous entraînez l'un contre l'autre? Oui, oui, c'est assez marrant parce que la première fois qu'on a tiré, on se connaissait pas, enfin, on se connaissait pas beaucoup. Donc, ça faisait peut-être un mois, c'était après les Jeux. Donc, on était plus en mode détente et en fait, tout allait bien. Et donc, on tire pour la première fois et je gagne, mais il me laisse gagner. Donc, en fait, je pète un câble et je me dis non, mais pourquoi tu m'as laissé gagner? C'est que tu me respectes pas. Je veux un vrai match et tout. Et du coup, on refait un match. Et du coup, là, vraiment sans pitié, agressif, il crie pendant le match. Je dis, mais oh, calme-toi et tout, tranquille. Donc, en fait, dans les deux cas, j'étais pas contente. Oui, tu Et l'as engueulé. dans les deux cas, je l'ai engueulé. Donc, c'était assez marrant. Mais oui, on s'entraîne ensemble. On évite avant les compétitions, mais juste parce que, en fait, le rythme du fleuret féminin est différent, la façon de fonctionner, la stratégie derrière est différente. Donc,
pour se mettre vraiment dans le spécifique et en vue de la compétition, je m'entraîne plus avec des filles, mais je m'entraîne avec des filles et des garçons tout le temps, sinon, donc il n'y a pas de souci. Et qui de vous deux est le plus mauvais perdant quand vous tirez l'un Ah, contre l'autre? wow. Il y a battle, hein, vraiment. Euh, ben, en fait, lui, il a toujours raison, quoi qu'il en soit, donc c'est très compliqué d'argumenter. Et puis, moi, je suis ouais, hyper mauvaise perdante. Je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce sport, parce que je suis tellement dans la compétition. C'est vraiment mon moment préféré, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres couples dans l'escrime. Et c'est un peu comme ça pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est un sport de combat et on veut gagner. Donc, Oui. quand on est dans l'opposition, c'est toujours un peu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas dans l'escrime. Ce qui se passe sur la piste se passe sur la piste et après, c'est fini. C'est la même chose quand tu rencontres une amie. Des fois, tu sais pas la première fois quand tu la rencontres en compétition si tu dois être gentil ou pas. Et en fait, non, c'est une amie en dehors de la piste, mais sur la piste, c'est ton Mm. adversaire. Donc, ce qui se passe sur la piste, c'est autre chose, quoi. Bon, au final, tu as été déçu de Rio, mais t'es reparti avec l'amour, donc Oui, je me dis toujours ça, c'est vrai. c'est joli. Bon, les prochaines, tu repartiras avec la médaille maintenant que t'as trouvé. On espère. Donc, du coup, tu l'as un peu suivi finalement aux États-Unis aussi. Le choix de ce pays, il s'est fait aussi par rapport à ton compagnon, j'imagine. Oui, totalement. Aussi, c'était un endroit où, dans le système de l'escrime, où c'était le plus possible, puisque c'est là où tu peux payer ton coach pour travailler avec lui. Donc, ils sont très business aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'anciens tireurs qui étaient très bons, qui sont partis aux États-Unis pour fonder leur propre club. Et donc, c'était là où c'était le plus possible, au début en tout cas, d'avoir un coach individuel et de créer son propre système, parce que c'est vrai que tous les pays fonctionnent un peu de façon euh, système fédéral, quoi. Donc, et aux États-Unis, tout le monde s'entraîne de son côté, donc tout le monde crée sa propre team. Donc, c'est là où on s'était dit que c'était possible au début. En fait, ça n'a pas du tout fonctionné parce que la personne avec qui on a commencé était, était très compliqué humainement à travailler avec. Et en fait, il était 3 fois champion du monde. Enfin, c'était quand même une légende de notre sport en tant que tireur. Et il s'est avéré qu'en tant qu'entraîneur, c'était pas une bonne personne. Donc, c'était très compliqué d'évoluer avec lui. Et donc, après un an, malgré on a eu des résultats, il a été premier mondial toute la saison. J'ai été vice-championne du monde. Mais c'était un vrai enfer d'aller tous les jours s'entraîner avec lui. Donc, on a préféré changer de coach. Et en fait, on s'entraîne maintenant avec un entraîneur italien qui a été entraîneur national de l'Italie, de la Russie. Et à chaque fois, il a eu des médailles olympiques, bah, des médailles d'or enfin, avec chaque équipe. Donc, on est vraiment bien, que ce soit en termes de compétences et humainement, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Et ta vie là-bas te plaît? Ta nouvelle façon de t'entraîner avec ce côté team un petit peu, ça te plaît? Oui, ça me plaît énormément. En fait, comme je l'ai dit, ça fonctionne vraiment avec ma personnalité parce que j'aime beaucoup me pousser. Donc, c'est vrai que quand tu es dans un groupe, il y a une synergie qui se fait qui est très, très bien. Mais quand tu es seul, c'est vrai que tu peux vraiment individualiser ta préparation. Et il n'y a pas de limite à ce que tu peux mettre en place. J'ai, ça a été difficile hein, de sortir de ça, de m'adapter, de créer quelque chose que je ne connaissais pas du tout parce que ça n'existait pas. Dans l'escrime, je discutais avec Kristina Mladenovic, qui est tenniswoman, qui dès ses 18 ans est partie dans un système pro, donc ça a été naturel pour elle. Le sport fait que ben, tout est déjà structuré pour C'est t'aider à facile. te montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai raté des vols, j'ai j'ai fait des trucs qui, voilà, j'ai fait des erreurs, mais on apprend au fur et à mesure. Et et c'est quand même génial parce qu'au final, c'est vrai que tu es ta propre chef d'entreprise. Donc, tout ce que tu mets en place, c'est pour toi, c'est pour ta réussite. Il n'y a pas de DTN qui va t'arrêter dans un de tes projets ou d'entraîneur qui va dire non, on ne peut pas faire ça parce que ça ne correspond pas à quelqu'un d'autre. Tout ce que tu veux essayer, tu l'essayes pour ta propre performance. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est assez libérateur et c'est assez bien. Euh, Après, c'est vrai que je bouge beaucoup de droite à gauche et que des fois, ça peut être un peu fatigant parce que quand tu es à Los Angeles, c'est vrai que tu es vraiment loin de tout et en termes de jet lag,
c'est vraiment pas le meilleur endroit. Mais non, non, c'est une vie passionnante. Euh, je découvre différentes cultures. Maintenant, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Moi, j'adore. Et tu parlais de vols ratés, donc c'est toi finalement qui fait les programmes, qui prend les vols, qui réserve les hôtels, tout ça. T'es Ouais, de tout, manager de ta propre équipe, quoi. c'est ça. De ton entraîneur, de ton préparateur physique, même de ma psychologue, puisqu'elle était venue aussi au championnat du monde. Je l'ai fait venir au championnat du monde. Donc, c'est Toi vrai qui que j'ai tout. organise. Ouais, c'est moi qui organise, c'est moi qui prends tous les vols, qui budgétise, la comptabilité, enfin tout ce qui est comme une chef d'entreprise, c'est moi qui suis en charge de tout. Donc c'est intéressant. Et puis des fois on fait des erreurs, mais, euh, mais dans Et là, l'ensemble, oui, pardon, oui. excuse-moi, fini. Non, non, dans l'ensemble, c'est enrichissant. Là, je voulais savoir du coup que si la fédération avait bien accepté ton choix et quels étaient tes rapports aujourd'hui avec la Fédération française d'escrime. Au début c'était compliqué. J'ai eu un gros froid quand j'ai annoncé ça. Parce que peut-être que je pense qu'il y avait une certaine peur de l'inconnu, tout ce qui n'a jamais été fait avant, c'est toujours un peu effrayant, et aussi une peur de se dire que ça remettait en cause le système, alors que c'était pas ce que je voulais faire. Je disais pas que j'étais pas heureuse ou pas satisfaite ou que c'était à cause du système que j'avais pas réussi. Déjà, si j'étais dans le top 5 mondial, c'était au système. Ce que je disais, c'est que moi, j'avais atteint ma limite et que j'avais envie de découvrir autre chose. Ouais. Donc, au début, ça a été compliqué. Comme en plus, avec mon premier entraîneur qui n'était pas du tout quelqu'un de bien, c'est la communication entre la fédération, mes entraîneurs nationaux et, euh, et mon coach se passait pas pour le mieux. En fait, la condition pour que je puisse partir, c'est que si j'a- que je puisse partir m'entraîner avec quelqu'un, avec n'importe qui, mais sur les compétitions internationales, je dois être entraînée, enfin, je dois être coachée par un entraîneur national. Donc ça aussi, D'accord. j'ai eu beaucoup de mal au début parce que tu changes complètement d'escrime, puisque tu t'adaptes à quelqu'un d'autre. C'est vrai que quand on reste avec beaucoup d'entraîneurs français, ils ont une certaine vision de ton sport, et tu n'es pas habitué à changer de type d'escrime, puisque là, je m'entraînais avec un Ukrainien, donc c'était complètement un type soviétique, il tirait pour l'Union soviétique avant, donc c'était complètement différent. Et quand je revenais sur les compétitions, comme il n'y avait pas de communication entre mon nouvel entraîneur et mes entraîneurs nationaux, c'était compliqué aussi pour eux de me coacher. Euh, et du coup, ça mettait un peu des tensions en place, et j'ai pas eu des résultats tout de suite. Il y avait une certaine pression à ce que, comme j'ai pris cette décision, Tu qui est réussis à... inhabituelle, je dois absolument réussir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et au final, j'essaie de me détacher de cette pression et de me dire que voilà, j'ai rien à prouver. J'avais déjà prouvé pas mal avant. Donc, cette aventure-là, je la faisais pour moi. Donc, quand je suis arrivée au championnat du monde, j'avais complètement échoué mes championnats d'Europe juste avant, qui étaient juste quelques 3 semaines, un mois avant. C'était la première fois que je perdais au premier tour comme ça au championnat d'Europe. J'étais complètement perdue. Et en fait, je suis arrivée au championnat du monde en me disant que voilà, j'avais fait ce choix de vie, euh, et que j'avais pas à me mettre la pression de réussir pour les autres, mais plutôt à profiter du moment et à faire ça pour moi. Et j'ai fait vraiment mes championnats du monde complètement libérés. J'ai été vice-championne du monde cette année-là. Et à partir du moment où j'ai eu ce résultat, c'est vrai que, ben, alors que j'étais plus en train d'essayer de prouver quoi que ce soit, ma fédération aussi s'est détendue, s'est dit que voilà, le projet était viable et que on pouvait tous les deux aller dans le même sens. Donc à l'heure actuelle aussi, avec mon changement d'entraîneur qui est italien, qui était ami avec mes entraîneurs français dans tous les cas, ça se passe beaucoup mieux. On cherche vraiment des moyens d'optimiser le système. Voilà, mes entraîneurs nationaux, ils essaient de voir, voilà, je m'entraîne avec quelqu'un d'autre qui a une autre philosophie du sport, italienne, mais qui est plus proche déjà de l'escrime française. Et du coup, sur les compétitions, on va mettre en place des mots de code, des choses qui permettent d'être efficaces, même si on ne s'entraîne pas ensemble. Donc, on est plus proactif et plus dans la recherche, ouais, dans l'optimisation de mon système. Donc, tout le monde va dans le même sens. Ça marche, Donc, c'est oui. beaucoup mieux. Ça s'est Et ma pérennisé. fédération aussi, ils sont vraiment rentrés avec moi après dans le projet en se disant que voilà, c'est sûr que c'est inhabituel, mais on C'est a le même positif. objectif au Ouais. final. Puis finalement, tes derniers résultats ont montré que c'était peut-être pour toi la solution aussi de fonctionner comme ça. Oui, totalement.
Et ensuite, il y a Miss Blanc qui te demandait quel était ton modèle économique pour financer ton projet, du coup, parce que tu es un peu une escrimeuse indépendante finalement. Oui, alors au début, ça a été comment dire, des épargnes, c'était juste de l'argent que j'avais mis de côté, puisque j'avais pas forcément le soutien de tout le monde. Donc c'est vrai que je me suis lancée dedans avant d'avoir tous les financements possibles. Et j'avoue que j'avais aucune idée de ce que ça représentait, mais c'est vrai que quand tu payes les déplacements de enfin, d'une équipe, de ton entraîneur, quand tu vas sur enfin, tu as tous les hôtels, les trains, les avions, la location de la voiture, enfin, ça monte hyper vite la Oui, nourriture. Et c'est toutes vrai les que charges à toutes ta les charge. choses, voilà. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais pas une idée concrète de ce que ça pouvait être. Et puis il faut payer son coach. C'est vrai qu'en France, on ne paye pas du tout son coach. C'est une notion qui n'existe pas. Donc au début, ma première année à Los Angeles, j'ai travaillé aussi en parallèle d'être en tant qu'entraîneur dans le club en parallèle pour payer D'accord. mes leçons. Ça a T'es maître été d'armes. vraiment difficile, ouais. Et c'était pas parce que c'est vrai qu'au final, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas. Ce que je voulais, c'était être à 100% Pour cent, une oui, athlète vraiment. professionnelle. C'est parti Et au pour final, je ça. me suis retrouvée dans une autre situation et avec un coach qui profitait de la situation. Donc, c'est vrai que c'est là où c'était assez compliqué. Et du coup, après, bah, je me suis vraiment lancée dans une prospection de sponsors. Euh, et, et j'ai fait des dossiers, j'ai envoyé à tout le monde, j'ai demandé à tout le monde. Mon projet était tellement unique, je pense aussi que ça va intéresser en soi des personnes et il réussissait puisque bon, j'avais attendu un an, j'avais attendu, j'ai eu la médaille mondiale, donc, donc j'ai réussi à avoir des sponsors et à l'heure actuelle, ben, ça couvre la totalité de mes frais et ça me permet d'en vivre aussi. Donc, donc voilà, mais c'est des choses qui prennent du temps. Donc mon modèle Oui. économique, c'est et il y a eu, en fait, il y a une structure qui quand même m'a permis de le faire, c'est mon club aussi de Bourg-la-Reine qui m'a soutenu dans ce projet-là. Donc, ils m'ont aussi aidé à financer. Et à côté de ça, j'ai trouvé des sponsors. Donc Tu voilà. t'es débrouillée pour trouver tes propres sponsors. Et il y Oui. avait Vanessa qui demande comment on fait pour trouver un coach qui nous convient. Parce que c'est vrai, quand t'es parti, le premier, ça allait pas du tout. Maintenant, celui-là, il va bien. Comment ça marche, cette relation coach-athlète? C'est vrai que je pense que c'est pour ça que le côté humain est hyper important parce que quelqu'un peut être très très bon si le feeling ne passe pas. Euh, pour moi, c'est ce qui a été primordial, c'est quelqu'un qui arrive à te pousser dans tes retranchements, qui arrive à te motiver, mais qui arrive aussi à, à créer un projet ensemble. En fait, c'est vrai qu'avec Sergei, euh, il était pas, il pensait beaucoup à lui, donc à son club et à sa façon de fonctionner. Donc, il n'était pas vraiment concentré sur notre projet. Alors que là, avec Stéphano, c'est vrai qu'il met tout en place pour qu'on y arrive, et ça se voit. Donc, c'est quelqu'un dans l'escrime qui va te parler pendant les leçons, t'expliquer pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu ne tu les fais pas, qui va avoir une vision de long terme. Donc, c'est vrai que quand tu commences avec un nouveau coach, tu dois changer beaucoup de choses. C'est comme réapprendre à marcher. C'est bizarre, mais c'est réapprendre un nouveau style. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va garder tes points forts. Parce qu'avec Sergei, il me disait tout le temps, ça c'est pas bon, tu es nul. Ouais. Et ça Enfin, t'allait pas, tout ce que, toi? en fait, il a détruit tout le jeu de base que j'avais. Alors qu'avec Stéphano, on construit sur ce que j'ai déjà et on rajoute des choses. Donc, on ne détruit pas en fait quelles sont les forces. Donc, c'est Mm. quelqu'un qui va analyser quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Donc, qui va être vraiment honnête avec toi et qui va te permettre de travailler sur ces points faibles et renforcer tes points forts tout simplement. Et qui va être présent sur pas mal de domaines à l'escrime. Il y a la leçon, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quelqu'un qui doit être présent pendant tes séances d'assaut, sur tes compétitions, qui va faire des analyses vidéo. Donc ça aide. Il y a des signes qui te montrent que c'est quelqu'un qui t'encadre bien et qui te permet de progresser. Pour l'instant, ça roule, quoi, entre toi et le coach que Non, tu t'es oui, c'est trouvé. super. Oui, oui, vraiment. Excellent. Alors ensuite, il y a Instasport qui demande quel job tu as fait à Elé. Donc ça, tu l'as dit, c'est coach. Tu as fait Ouais. un coach un temps pour financer ton projet. Et il y Mhm. a Aurélie qui te demande à combien est estimée une saison d'escrime. Euh, Parce que du coup, par alors, contre, tu fais tes tenues, tout ça, du coup.
Non, j'ai un C'est un équipementier sponsor. Ah, un qui me sponsor. permet de ne pas payer les équipements d'escrime. Et j'ai Adidas qui est aussi un équipementier, du coup je ne paye pas mon matériel sportif. Une saison internationale, ça dépend si je prends en compte que mes déplacements ou si je prends en compte tout ce que je fais. Mais parce qu'en fait, en soi, quand tu es dans le système fédéral, tu es à Paris et tu payes tes déplacements que sur enfin, certaines compétitions. Donc, et tu payes pas ta nourriture, en fait, tu es soutenu par ton club. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, ça coûte pas très très cher non plus à la fédération aussi parce qu'ils ont des tarifs de groupe. Donc, eux, peut-être que les vols, je crois que c'est à peu près 5 000 par personne, c'est pas beaucoup. Après, quand moi je vivais de Los Angeles, c'était beaucoup plus cher tout ce qui est des États-Unis. Et puis après, ben, la nourriture, la location, ça monte très vite. Et puis avec le coach, je pense qu'avec tout ce que c'était à peu près 50, 40, 50 minutes, 50 minutes, je dirais. Pour Sans toi toute seule, compter du coup. les. Parce qu'en fait, j'ai mis en place aussi des stages à l'étranger. Et quand je vais sur les stages, c'est pas encadré par non plus le système fédéral. Donc c'est vrai que ça monte très très vite. Euh, donc voilà. Donc oui, il faut compter 40 000 € pour ton système, ton Après, c'est ce que organisation. je dis, ça dépend parce que si Oui, on est oui. dans le système fédéral, c'est complètement différent. Ensuite, on me demande le report des JO pour toi, c'est une bonne chose ou comment tu l'as pris la nouvelle? Euh, alors, je suis passée par plusieurs phases, je dirais. Euh, Au début, ce qui était difficile, c'est qu'il voulait absolument maintenir les jeux. Donc, en fait, on était, pourquoi je suis restée à Los Angeles aussi? Parce que Oui, on était en compétition juste avant. On devait faire le dernier Grand Prix qualificatif pour les Jeux Olympiques. Alors, moi, j'étais déjà qualifiée, donc il n'y avait pas trop la pression de la qualification, mais on était dans le jus, quoi. On était en plein dedans. Euh, les Jeux Olympiques vont arriver dans 3 4 mois. Donc, on est dans le jus. En fait, juste la veille de la compétition, ils ont annulé la compétition. Donc, c'est vrai qu'on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pendant toute une période, ils ont dit que de continuer à s'entraîner parce que les Jeux auront lieu, les Jeux auront lieu. Je pense aussi que le Japon voulait jusqu'à la fin faire en sorte que tenir les ces Jeux jeux. se passent aux dates prévues, pardon. Et donc, en fait, c'était assez déstabilisant pour moi au début parce que je me disais, voilà, il y a une crise sanitaire. Je partais de l'Italie où là, je voyais tout le monde être bloqué aussi, tous ceux avec qui je m'entraîne normalement. Mon entraîneur est italien, mon préparateur physique est italien, donc il était hyper concerné par ce qui se passait là-bas. Et tout doucement, le confinement se mettait en place en France. Donc en fait, je voyais mal comment on pouvait aller au jeu alors qu'il y avait des gens qui mouraient autour de nous. Et ça me semblait pas correct, juste. Il y allait avoir des athlètes qui allaient être pénalisés par cette décision. Et en fait, au final, du coup, quand ils ont reporté les jeux, mon premier sentiment, ça a été du soulagement parce que je pense que c'était pas ce qu'il y avait de prioritaire au moment où on était en train de traverser cette crise sanitaire. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est vrai que ça redescend et que tu commences à réaliser quelles sont les conséquences un peu du report sur ta vie. Je pense comme tout le Faut monde, partir une on a année. beaucoup, voilà, on a beaucoup de doutes dans cette période. Voilà, il faut remettre en place le même investissement, que ce soit financier, mais physique, mental, la même intensité pour une année de plus. Et il y a encore cette incertitude, on ne sait même pas en fait si ça va vraiment se dérouler. Et puis notre saison est complètement dans le flou, puisque en fait on ne sait pas quand sera notre première compétition et probablement ce sera à début enfin, 2020, de l'année 2021. Donc tous les objectifs sont très très lointains et ça fait bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude quoi, en tant qu'athlète, enfin en tout cas dans mon sport, on a tout le temps une compétition tous les mois. Donc c'est vrai que c'est très rythmé par cet enchaînement d'objectifs, de compétitions qui te drive en fait. Et là, bon, bah, ça fera peut-être plus de 6 mois sans compétition et ça fait très bizarre. Oui, est-ce que tu en profites aussi pour prendre du temps pour toi, ce que tu pourrais faire en vacances? Là, c'est pas dit que tu aies des vacances du coup, puisque
tu sais pas quand est-ce que va être la reprise. Peut-être il faudra de suite se remettre à l'entraînement aussi pour pas perdre. Parce que là, ça fait un Mais mois c'est et demi, vrai que finalement, tu fais pas d'escrime. En fait, tu fais des déplacements, tu disais tout à l'heure, oui. mais tu peux pas tirer, par exemple. Non, je fais rien. C'est vrai que c'est marrant parce que durant le confinement, on a vu tellement de personnes s'intéresser au sport, à la pratique du sport. Ça a été vraiment un pilier pour certaines personnes pour, pour vivre dans de bonnes conditions pendant cette période. Et c'est vrai que moi, ma quantité d'entraînement a complètement baissé, C'est le puisque je contraire, m'entraîne ouais. 3 fois par jour normalement. Et là, je suis passée à des entraînements dans mon garage, donc absolument rien à voir avec des élastiques, des, euh, des Swiss balls, des choses en fait, des barres, mais un peu, c'est pas comme une salle de muscu et c'est pas du tout de l'escrime. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Et on était tellement dans un rythme effréné, quoi. On était vraiment. Voilà, enfin, on s'entraîne. C'était un stade où on s'entraîne vraiment sur la fatigue, sur la douleur, sur pas mal de choses. J'avais des problèmes physiques, donc mon genou était en vrac. J'avais des périodes. Enfin, j'avais un peu une fracture de fatigue sur mon tibia. Enfin, mon corps était un peu aussi en vrac. Donc, c'est vrai que de s'arrêter, c'est sûr que c'est une grosse phase de récupération que j'ai jamais eu l'habitude d'avoir. On s'est jamais arrêté aussi longtemps. Oui, Et ça. donc, c'est vrai que c'est assimilé à des vacances. Mais en même temps, en tant que sportif, on essaye de ne pas se laisser aller et de pouvoir être prêt lorsque ça va repartir non plus. Donc, c'est un peu un entre-deux. Je pense que c'est la même chose que tout le monde. J'essaie de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle routine pour traverser ce moment qui est assez inédit pour chacun, quoi. Et t'arrives, toi, à trouver la motivation? Avec en plus Alors, l'objectif des Jeux qui a été reporté. C'est loin, tu sais sans doute, la première compétition en escrime, ça sera 2021, ça paraît tellement, tellement loin. ouais, ouais. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que comme je vis avec un autre athlète de haut niveau, on peut voir aussi tous les deux comment on réagit. Alors lui, c'est quelqu'un qui a besoin de sport dans tous les cas, qui est passionné de sport. Donc tous les jours, il fait son petit sport normal. Il n'y a pas il y a pas de problème, quoi. Et moi, c'est vrai que je suis tellement euh, goal-oriented. J'ai toujours eu besoin de cet objectif Ouais. pour me dépasser, quoi. Je sais que je vais avoir cette compétition, donc mon pic de forme doit être là, donc ma préparation doit être de telle façon. Donc c'est vrai que ce que j'ai mis en place, c'est pour la performance, c'est pour être la meilleure dans mon sport. Donc à l'heure actuelle où j'ai pas cet objectif, ma motivation a été un peu fluctuante. Donc je m'entraîne pas tous les jours. Je mets en place quand même une nouvelle routine qui me permet de m'entretenir. Euh, mais comme c'est vrai que j'ai pas l'objectif complètement en tête, quand est-ce que va être la première compétition, je suis pas non plus à 100% dans la même démarche, mais j'essaie comment dire, de mettre en place d'autres choses, quoi, d'essayer d'avoir de nouveaux objectifs, de mettre en place des choses que j'avais pas le temps de faire avant. Et aussi, je déconnecte un peu du sport parce que je me dis que c'est un peu peut-être la seule occasion, le seul moment dans ma carrière Ouais. sportive où j'aurai l'occasion de déconnecter complètement avec cette pression euh, quotidienne, constante, ce rythme effréné, euh, ces voyages incessants. C'est la première fois qu'on reste plus d'un mois quelque part depuis 2 ans. Donc c'est assez marrant. Et, euh, et voilà. Et tu Donc fais quoi pour c'est déconner? alors, je pense un peu comme tout le monde, hein. On regarde des séries, des films. Donc là, j'ai toute une liste de recommandations. Tu découvres Euh, des séries, t'as pas le temps d'habitude. non, enfin, si, mais pas de la même façon. Je lis des livres et puis, en fait, là, j'ai mis en place aussi des lives avec des athlètes féminines. Oui. Ça m'occupe beaucoup. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mettre en valeur le sport féminin. Et j'apprends plein de choses, en fait, parce que les sports sont tellement différents, les systèmes sont tellement différents. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, sur mon Instagram, je fais des lives. Ça me prend pas mal de temps. Ça me met une routine. Voilà, je me lève le matin, je fais un live. Après, Mm. je me détends, je fais autre chose, je lis un livre ou, ou je vais dehors, je profite du soleil. C'est juste, je prends le temps de faire les choses. On fait des activités aussi. On a fait des jeux de société, du tie-dye. J'ai fait tie-dye sur mes t-shirts. On a fait pas mal d'activités comme ça qui occupent et
et qui sont un peu, qui permettent de déconnecter. J'ai fait des zooms, j'appelle plus souvent ma famille. C'est, c'est des choses un peu simples en fait, mais qui permettent de profiter de la vie, quoi. Font du bien aussi, finalement. Exactement. Et du coup, tu parlais de tes lives que tu avais mis en place là, avec des sportifs. C'est vrai que toi, tu es très engagée dans la promotion du sport féminin. Mhm. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu perçois le sport féminin aujourd'hui? Est-ce qu'en 10 ans de carrière, tu as déjà vu des évolutions, par exemple? Euh, je pense que oui, il y a des évolutions, c'est certain. On voit plus de sport féminin, on le reconnaît, il y a plus de reconnaissance et de respect envers le sport féminin, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. En termes de médiatisation, il n'y a pas d'égalité à l'heure actuelle. Et puis, c'est aussi encore de casser les codes dans la, juste dans la vision de ce qu'est la sportive féminine, comme si elle n'est pas forcément à égalité, alors que voilà, on s'entraîne de la même façon, on a les mêmes objectifs, on met le même investissement. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'on mérite la même chose. Et je pense tout simplement pourquoi je fais ce live, c'est parce qu'il y a des histoires que j'adore. Ça a commencé parce que j'ai plein d'amis sportives que j'admire, qui m'inspirent beaucoup, qui, moi, que le fait de les avoir rencontrés dans ma carrière m'ont poussé à me dépasser. Et que je me dis juste que ben, le monde manque un peu nécessairement de connaître ces histoires, ces femmes derrière les challenges qu'elles ont eus pour arriver là où elles en sont. Et parce que tout simplement parce qu'elle manque de visibilité, qu'on n'en parle pas assez et que voilà, je voulais vraiment donner enfin, faire ma part aussi, de donner enfin, de partager ma plateforme pour qu'elle aussi elle puisse en parler. C'est vrai qu'on est tellement dépendant des médias, de leur intérêt, de savoir voilà, est-ce que on a on est contacté par les médias si on n'a pas d'actualité, alors qu'on a tout le temps quelque chose à dire, des challenges, des obstacles qu'on traverse pour être la meilleure dans notre sport. Voilà, j'avais vraiment envie de leur donner cette, enfin, de leur permettre d'utiliser leur voix et de parler de leur vécu tout simplement. Et tu as eu qui pour l'instant? Tu Alors, dis? j'ai eu Elodie Clouvel, qui est Oui, pardon. vice-championne olympique, Anaïs. Estelle Mosselli, qui est championne olympique, c'était Ok. top. J'ai eu ben, Kristina Mladenovic au tennis. Ah bon, j'ai pas C'est dit bien, tu as eu des pros. Estelle, c'est à la boxe. Et puis elle est passée pro. Son expérience du passage du sport amateur au sport pro était hyper intéressant. Il y a encore, voilà, ça souligne les inégalités encore dans le sport entre ben, tout ce qui est financier. Les hommes gagnent beaucoup plus dans la boxe pro que les femmes. Donc, il y a ce décalage énorme. Au surf, j'ai eu Joanne Defay qui m'expliquait que ben, c'est le premier sport où les prize money sont à égalité pour les hommes et les femmes sur toutes les compétitions dans la saison. C'est quand même extraordinaire. Du coup, ça s'est fait l'année dernière, donc c'est quelque chose de quand même très récent et, euh, et qui pousse en fait les sportifs comme les sportifs de la même façon et c'est fait au niveau de leur ligue professionnelle. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et voilà, jusqu'à présent, c'est ça. Et j'ai eu Christina qui me parlait aussi de ben, qu'est-ce que c'est d'être une tenniswoman professionnelle. Ouais. Et au vu de moi, mes choix personnels, je trouve ça vraiment très, 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 très enrichissant également. Et là, si tu devais en faire un autre, t'aimerais faire avec qui? Il y a une sportive que t'aimerais vraiment avoir avec toi en discussion sur un live? Je réfléchis. En fait, l'idée aussi, à un moment donné, ce serait de faire avec des sportifs de tous les pays. Donc, c'est vrai que des personnes comme Serena Williams, ce serait ouf. Parce que si, ou bien même Billie Jean King, j'aimerais beaucoup parce qu'elle a tellement révolutionné le sport pour la femme. J'aimerais vraiment lui demander comment elle a fait pour créer la WTA, comment elle s'est engagée dans cette aventure et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le sport féminin décolle, trouver les investissements pour permettre aussi voilà, au sport féminin d'avoir les mêmes chances que le sport masculin pour réussir et performer, quoi. C'est des sportifs qui t'inspirent, ça? Serena Williams, Billie Jean King, tout ça? Oui, totalement. Après, il y a plein de nouvelles athlètes, de nouvelles générations que j'adore. Euh, Dina, l'athlétisme, Thiam, elle fait aussi du pentathlon pour la Belgique. C'est vraiment des athlètes que je trouve
exemplaires, qui ont une image vraiment bien aussi, qui sont engagés aussi pour l'égalité homme-femme. Donc, ce sont des athlètes comme ça qui m'inspirent. Donc voilà. Mais il y en a plein, hein. Et puis toi, tu dois inspirer aussi sans doute d'autres athlètes, parce que tu es numéro un de l'escrimeuse française numéro un. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui demandait qu'est-ce que ça te faisait d'avoir ce statut de meilleure escrimeuse française. Française. Qu'est-ce que ça me fait? Ben, c'est vrai que j'ai toujours considéré le fait d'être première française comme une étape. Parce que c'est vrai que dès toute jeune, j'étais première française. Donc pour moi, l'objectif, c'était d'être première mondiale. Euh, mais le fait d'avoir conservé ce statut au fil des années, c'est vrai que ça m'a donné une légitimité et une responsabilité aussi à la fois. Ben, dans mon équipe, j'ai le rôle de leader. Donc ça implique beaucoup de choses. Euh, et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours du tout. Je suis première française, non, pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est juste une étape. C'est pas l'objectif de ma carrière, mais en même temps, ça me dit, voilà, je suis leader de mon équipe. Donc, c'est vrai que dans ce sens-là, j'essaie de mettre en place des choses pour l'équipe qui feront que, par équipe, on sera plus performante. Et en individuel, non, c'est pas quelque chose auquel je pense. En individuel, c'est juste à côté, quoi. Pour moi, l'objectif, c'est d'être la meilleure mondiale. Donc, Voilà, c'est ça à quoi tu penses. Et ton plus mais beau après, souvenir quand j'arrive sur les championnats de France, c'est vrai que je sais que l'année d'avant, j'ai gagné, les autres années d'avant, j'ai gagné. Donc, mais je ne me mets pas une pression. En fait, je la considère comme n'importe quelle compétition. Et à chaque année, je dois repartir de zéro. Mais je sais que voilà, je suis la personne à battre. Mais c'est bien. Je me dis, voilà, ça motive les autres à progresser. Et moi, ça me pousse à rester devant. la Donc, meilleure? voilà. Et du coup, je te demandais quel était ton plus beau souvenir de carrière. Euh, Ben, en individuel, En j'en ai plein. individuel, oui. Enfin, après, en équipe, j'imagine qu'ils sont beaux Par aussi, mais équipe, j'en ai plein. Non, c'est difficile de choisir. C'est ça le sport de haut niveau, c'est que c'est une montagne russe d'émotions. Une compétition, tu gagnes, la compétition d'après, tu perds, t'es en larmes. Donc, je dirais en tout cas sur les dernières compétitions, j'ai gagné le dernier Grand Prix de cette saison à Turin. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que j'ai battu le top mondial sur toute, enfin, 1, 2, 3. Et ça a coupé, j'ai eu les meilleures sensations de ma vie. Donc, c'est toujours vraiment agréable d'avoir une Marseillaise. Donc et puis j'avais gagné en Italie, ça représentait aussi beaucoup par rapport à tout le travail qu'on avait fait avec mon entraîneur italien. Donc là, en tout cas, sur cette saison, ce serait ça. Et après, par équipe, les meilleurs, enfin, on en a eu pas mal l'année dernière puisqu'on a gagné 3 fois d'affilée. C'était assez extraordinaire, ça s'était jamais fait au fleuret féminin dans notre discipline en France. Donc, on était vraiment hyper fiers et on passait vraiment un très, 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 très bon moment, quoi. C'est différent de gagner avec d'autres personnes et de gagner oui. individuellement. Oui, Mais après c'est ce que tu disais, chaque victoire, j'imagine, elle a une saveur particulière, mais peut-être que dans le lot, on en retient une plus que les autres. Et là, pour le coup, Turin, c'est le Non, mais contexte. après, globalement, c'est sûr que ma médaille au championnat du monde, c'est la plus belle médaille que j'ai eue. Donc, c'est sûr que ce serait celle-ci. Mais après, on a tellement de bons moments. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Ouais, Ces doses de victoire, de bons moments qui font qu'on d'émotion. continue, quoi. Puis des fois, les bons moments viennent après aussi des déceptions. Oui, C'est en le fait, c'est ce que lot. j'essaie de mettre aussi en lumière quand je fais mes lives. Parce que c'est vrai que souvent, on parle aux athlètes, que ce soit féminine ou masculine, mais peut-être aussi plus féminine quand elles ont des résultats. Donc, on a l'impression que c'est toujours tout bleu, que tout est tout parfait, tout bleu, tout rose, plutôt que tout est toujours parfait et tout, alors qu'en fait, une vie d'athlète, il y a beaucoup de défaites, beaucoup de doutes, et en fait, c'est ce chemin de la résilience, de ne pas abandonner, de comment on fait pour mettre en place des choses qui, dans la difficulté, en fait, qui est intéressant.
Et ça, des fois, ben, dans les médias, on n'a pas le temps de le mettre en lumière ou d'en parler. Et c'est ce que j'essaie de mettre, euh, de mettre en lumière dans mes lives, quoi. Derrière tous ces moments, il y a beaucoup de défaites, d'obstacles, des moments où on va moins bien et qu'on n'abandonne pas, tout simplement, et qu'on essaye d'avancer quand même. Et est-ce que du coup, toi, pour surmonter tous ces moments un peu plus durs dont on parle pas, est-ce que tu as une devise qui te motive? Non, Après, j'ai pas de devise spécialement. Mais je sais que ce qui me pousse en général quand on me dit que je ne peux pas y arriver ou non, ça je supporte pas en fait. Quand on me dit tu vas pas y arriver, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis partie aux États-Unis. Non, mais tu n'y arriveras pas. T'es une fille fragile, t'es très émotive, tu sais, ça va être compliqué pour toi et tout. Et ça, je supporte pas. Je me dis qui peut me dire que je ne peux pas y arriver en fait. Donc en fait, si je n'essaye pas, je ne saurais jamais. Donc en fait, ce qui me motive, c'est toujours ben, quand ça va pas, de faire un premier pas dans une direction, quoi, de faire quelque chose, même si c'est un tout petit pas, même si c'est rien du tout enfin, si c'est jamais rien, mais qui te permet d'avancer, de continuer et pas de rester bloqué dans ton mal-être, dans ta difficulté. Donc, toujours essayer de chercher des solutions, mais pas de rester, ah, mais tu n'y arriveras pas, du coup, tu abandonnes. Non, c'est pas du tout dans ma façon de fonctionner. Et la plupart du temps, en fait, je fais les choses à ma manière, quoi. Donc, je fais pas forcément ce que les gens pensent que je devrais faire. Ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Et c'est quelque chose qui existe vraiment pour tout pour la femme. Elle devrait être comme ça, elle devrait être à la maison, elle devrait ne pas enfin, travailler si elle a un enfant. Enfin, plein de trucs comme ça, la femme devrait faire ça. Et ça m'énerve. Donc en fait, je dis non, la tu femme vas à peut faire ce l'opposé. qu'elle veut, en fait. Pareil pour l'athlète féminine, en fait, elle peut faire ce qu'elle veut et elle le fait comme elle le veut, comme elle l'entend. Donc en fait, ça, c'est le sport qui m'a permis vraiment de faire des choses pour moi, de découvrir ce que moi j'aime, ce que je pense qui peut fonctionner pour moi et tout simplement de m'écouter. Et puis oui, il y a des fois, ben, je rate, mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin. Allez, et je vais finir avec deux questions parce que je vois que Ouais. le temps passe vite, on va être bientôt coupé. Il y a Pernel qui te demande quel conseil tu donnerais à une sportive qui, comme toi, aimerait avoir un projet indépendant un petit peu. Quel conseil tu lui donnerais pour se lancer Euh, dans ce ben format? déjà, de pas hésiter à se renseigner, enfin, à poser des questions à d'autres personnes qui l'ont fait. Enfin, que, il faut bien mettre en place son système avant de commencer. Mais rien ne sera il faut l'expérimenter, quoi. Rien ne sera comme sur le papier, quoi. Il y aura plein d'aléas. Ça, puisque quand on fait son propre projet, c'est comme son entreprise, quoi. On peut pas s'attendre vraiment à ce qui va se passer, on peut pas tout préparer. Donc, il faut se lancer, hein, et puis après voir. Mais je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré. Euh, Moi, c'est ce qui m'a permis de traverser des moments un peu plus difficiles, quoi. D'avoir des personnes vers lesquelles tu peux te tourner quand ça va moins bien ou qui sont vraiment derrière toi, sincèrement, et qui veulent ta réussite. Aussi qui ont des compétences pour pouvoir te permettre d'avancer, te expliquer, te conseiller. Ça aide sur le chemin tout simplement. Et puis après, ça dépend, c'est dans quel milieu. Mais c'est le milieu sportif, dans l'escrime aussi Je pense à la question, quel conseil donnerais-tu à une sportive qui veut gérer son projet de façon indépendante? Sport en général, bah, après c'est très écoute, différent, j'imagine, pour les sports, mais oui, bah, c'est sûr, trouver le financement, c'est vrai que ça, c'est la clé de, de ce système-là, mais pas avoir peur d'investir sur soi-même. En fait, quand on fait ça, c'est investir sur soi. Et à partir de là, c'est vrai aussi que du coup, ça te donne aussi confiance en toi parce qu'une fois que tu l'as fait, tu mises sur toi. Donc, il n'y a personne d'autre que toi qui peut y arriver et ça te pousse à te dépasser. Moi, je sais que j'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que j'ai commencé ce projet parce que du coup, j'ai pas le choix. C'est ma carrière. Donc voilà, et ne jamais abandonner. C'est normal que ça ne ce soit pas toujours linéaire comme ça, que ça monte, il y a des hauts, des bas. Mais l'important, c'est de voir une progression sur le moyen, long terme et d'avoir quelque chose un peu pour contrôler cette progression, quoi. Monitoring, d'avoir un bon coach ou des personnes qui te permettent de savoir dans quel sens tu dois aller pour mener à bien ton projet. donc elle nous a dit en fait c'était la voile olympique, mais bon, C'était quoi? ça Ah, la voile marche pour la voile. olympique. Ça marche aussi pour la voile, il faut se trouver ses sponsors.
Ouais, bah, surtout aussi, c'est quelque chose d'assez cher. Donc, ouais, d'avoir des bons partenaires et d'être bien entouré. C'est sûr qu'après, quand on fait son propre projet, ça peut être, comment dire, overwhelming. Ça peut être un peu. euh, Tu peux te sentir un peu submergé par tout ce qui est, les choses qui y a à faire parce que c'est vrai que tu organises tout. Et si tu as des gens qui peuvent t'aider ou t'expliquer comment ça se passe, tu gagnes du temps, en fait, tout simplement. Mais moi, si on m'avait expliqué certaines choses au début, je pense que j'aurais fait moins d'erreurs. Mais après, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec, tout simplement. Pas Parce avoir peur, que, être bien entouré voilà, et ne pas abandonner aussi, surtout, tu as dit. exactement. Eh ben. Et du coup, je vais terminer parce que je vois que c'est déjà -5, après on va être coupé. Moi, je voulais savoir ce que tu dirais à la petite Isaura de 10 ans. Euh, Honnêtement, elle était top, hein, mais c'est plutôt elle, des fois, que j'aimerais bien qu'elle me parle de temps en temps et qu'elle me dise non, mais souviens-toi, c'est le fun, c'est un jeu, c'est l'amusement et tu, tu es ce que tu as toujours rêvé d'être. Donc, profite. Elle était parfaite. Elle a kiffé le sport. J'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Vraiment, quand t'es enfant, t'as pas besoin de quelqu'un qui vienne te dire t'inquiète pas, tu vas y arriver. Non, tu sais pas si tu vas y arriver ou pas, t'en as aucune idée et tu le fais juste pour le moment présent. Tu le fais parce que tu aimes aller à ton club tous les jours, tu aimes le sport, tu aimes les gens avec qui tu le fais et tu veux devenir la meilleure à ton niveau, quoi. Et Et donc, elle, elle te ça, c'est dirait tout quoi? simplement. Donc ça, c'est plutôt au fur et à mesure quand on rentre dans le système de haut niveau qu'on oublie ça, ces valeurs qu'on a quand on est enfant et c'est ça qu'il faut se rappeler de temps en temps. Profite alors, elle te dirait, la petite Isaura. Ça. Écoute, profite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cool, C'était top. merci. J'espère que les gens sont contents. Tu as bien répondu à leurs questions. Il y a Pernelle qui te dit merci pour son projet pour la voile. Donc, on lui Avec souhaite bon, plaisir. bon courage. Tu peux toujours me poser des questions en direct. Avec plaisir, je répondrai. En tout cas, si Ah, tu as des questions plus spécifiques, c'est avec plaisir. ça marche. J'espère qu'elle a entendu. Ben, merci beaucoup. Du coup, merci à tout le monde de nous avoir suivis aussi. C'était chouette. On a passé un bon moment. Puis, on va te souhaiter bon courage pour la suite. J'espère qu'on va être déconfiné vite, que tu puisses retourner sur les pistes. Oui, Et puis ben, nous, on moi vous aussi. dit à bientôt. On a de nouveaux lives aussi, si ça t'intéresse. Ça aura dans la semaine. Donc, restez bien connectés. Carrément. Donc, Carrément. Ben, bon courage aussi pour tous ces lives. Et merci merci. pour ce que tu fais. Merci pour ce que Women Sport fait. C'est Merci à important toi. d'avoir un média dédié et c'est top. Ben, je vois que tu prends le relais, donc c'est bien aussi. Je pense qu'il Il va n'y en a plus jamais écouter. trop. Bon, non, jamais. Merci Cool. beaucoup. Merci à Bye. toi. Ciao.